D'abord, je voudrais remercier à la fois l'Association des professeurs d'histoire et de géographie de m'avoir invité, parce que, comme l'a dit Dominique, ça me rajeunit un petit peu, enfin, me rajeunit même beaucoup, puisque si j'ai passé 14 ans dans l'enseignement secondaire, notamment dans des collèges à Cadillac, pour ne rien vous cacher, et également en Normandie, ça fait quand même maintenant 25 ans que je suis dans l'enseignement supérieur. Vous aurez donc fait le compte à peu près de mon âge et de mon ancienneté dans la carrière. Donc je remercie d'abord de cette cure de rajeunissement et puis aussi de m'inviter sur un thème qui est tout à fait intéressant lorsqu'on le prend depuis du côté grec, parce que je ne dis pas qu'on dit beaucoup de bêtises, mais on dit beaucoup de généralités sur l'étranger dans le monde antique, et notamment dans le monde grec. Et comme toujours, dès lors que l'on parle de généralité, on dit aussi assez souvent, sinon des erreurs, du moins des choses qui ne sont pas du tout en phase avec ce que les textes anciens nous disent. Et comme j'essaie d'être historien, je m'appuie avant tout sur les textes avant de m'aider, dans un second temps, sur des concepts un peu plus modernes. Parce que monsieur l'inspecteur a parlé de la xénophobie, et c'est vrai que c'est un mot tout à fait intéressant, parce que xénophobie, on voit de suite que le mot est calqué sur le grec. Xénos et phobos, l'étranger et la peur d'où la haine. Le problème, c'est que ce mot de xénophobie n'existe en aucune manière en grec ancien. Vous pourrez chercher dans le Liddell Scott, dans le Bailly, dans tous les dictionnaires, vous ne trouverez pas le mot xénophobie, parce que, comme beaucoup de mots, je dirais savants, entre guillemets, ils ont été inventés au XVIIIe et au XIXe siècle. Alors, le fait que le terme de xénophobie n'existe pas en grec ancien ne signifie en aucun cas que l'étranger était aisément accepté dans les cités grecques. Vraiment pas. Tout au contraire, comme chacun le sait ou croit le savoir. Alors le but de mon intervention sera donc certes d'établir les raisons de cette défiance qui a fréquemment causé, on le sait, des guerres interminables, mais aussi de comprendre quelles sont les mesures que les cités ont pu prendre de temps à autre pour tenter de limiter le nombre de ces guerres dues aux relations avec les étrangers. Alors pour des raisons de sources disponibles et surtout de sources accessibles, je dis bien accessibles, mon intervention sera centrée sur le monde classique. Certes parce que je le connais un petit peu mieux que les autres périodes, mais surtout parce que vraiment nous avons des textes qui sont à peu près tous traduits et commodément disponibles. Pour faire simple, je parlerai essentiellement du 5e et du 4e siècle avant notre ère. Mais on ne doit pas oublier, ne serait-ce que je dirais dans un propos liminaire, que dès l'époque mycénienne, ça nous remonte entre le 15e et le 12e siècle avant notre ère, on trouve des documents écrits attestant la présence d'étrangers, c'est-à-dire de personnes nommées par un ethnique souvent lointain. Un exemple, je m'arrêterai là, mais à Pylos. Pylos, nous sommes au sud-ouest du Péloponnèse, la patrie du fameux roi Nestor de l'Iliade. Eh bien, on trouve donc des femmes dont on ne sait pas trop quel est leur statut précis, mais qui sont, ou des soldats, qui sont attestés comme venant d'Asie mineure, de la ville de Milet, de la ville de Milet ou de la ville de Cnide, ou des îles de l'Égée, comme Lemnos ou Chios, ou encore de Crète. Donc, cela vous indique que dès le milieu du second millénaire avant notre ère, les gens voyagent, et donc, je dirais, la notion d'étranger est quelque part perceptible, puisque ces gens sont nommés par leur ethnique et non pas par un nom quelconque. Ça montre aussi que s'il y a des étrangers, ça prouve aussi que la Grèce a toujours été un monde ouvert. Ce qui ne va pas d'ailleurs sans contradiction avec la remarque que j'ai faite au début, à savoir qu'il y a une défiance traditionnelle. On va voir un petit peu comment on peut expliquer ce paradoxe. Il faut quand même savoir que les sociétés grecques antiques fonctionnent sur le mode de l'altérité et de l'opposition à peu près dans tous les domaines. Il y a le monde des hommes et le monde des dieux, celui des hommes et celui des femmes, qui ne vivent pas dans les mêmes pièces, des libres et des esclaves, des Grecs et des barbares. Mais à la lecture des auteurs antiques, on s'aperçoit assez vite que cette altérité, qui est aisément repérable dans la syntaxe et le balancement régulier des phrases de la rhétorique, ceux qui ont fait un peu de grec se souviennent des balancements monon al lakai, non seulement mais encore, que l'on retrouve également en latin, non solum sed etiam.
Mais on voit aussi, si vous voulez, des oppositions de toute nature. La terre et la mer, les îles et le continent, la jeunesse et la vieillesse. Et dans certains cas, on peut vraiment parler de lignes de fracture, à un tel point que l'on peut vraiment parler pour les Grecs de l'Antiquité d'une vision binaire du monde. Mais on peut dire que dans la cité grecque, nulle opposition n'était plus grande que celle qui séparait les libres et les esclaves, et surtout les citoyens et les non-citoyens. Alors dans ces conditions, vous voyez que je n'ai pas encore parlé des étrangers. On est un peu perplexe et on pourrait presque dire qu'on est devant une aporie. Parce qu'on pourrait se contenter de dire que les étrangers sont des non-citoyens. Et donc définir l'étranger par rapport aux citoyens. Un peu comme nous le faisons à présent. Mais pour reprendre une terminologie moderne, les Grecs de l'Antiquité ne reconnaissaient en rien le droit du sol pour définir la citoyenneté, mais bien plutôt ce que nous appelons le droit du sang. Et à Athènes particulièrement, il fallait que les deux parents fussent d'origine citoyenne pour que l'enfant devienne citoyen. Alors bien sûr, dans beaucoup de cités, il existait aussi des enfants nés hors mariage, que l'on appelait des notoi, et que le français, je dirais, désigne par le terme de bâtard. Le terme de notoi n'est pas péjoratif comme le terme de bâtard en France. Hein. Jamais un jeune grec n'aurait pu traiter un autre vadon et notos. Ça n'aurait eu strictement aucun sens. Puisque ces notoi, ces bâtards, leur statut peut varier de l'esclavage jusqu'à un statut de libre, voire même assez proche je dirais, non pas du statut de citoyen, mais je dirais en tout cas de la famille. Les étrangers, vraiment, correspondent à un autre mode de représentation, et on doit, je dirais, avant tout analyser le vocabulaire à notre disposition. Sans se leurrer, les études de vocabulaire, si elles sont utiles, ne disent pas tout. Et puis l'étude du terme indigène, si vous me passez un petit peu l'expression, peut nous enfermer dans une sorte de cercle vicieux, oubliant la société telle qu'elle est et lui préférer la société telle qu'elle se pense. On passe alors de l'histoire à la sociologie, et pour éviter, je dirais, un petit peu ce piège, non pas que la sociologie est un piège de l'histoire, mais on partira du vocabulaire grec antique qui permet de dégager ce que j'appellerais l'univers grec de la notion d'étranger pour en sortir dès que possible. En n'oubliant pas une autre réalité qui me paraîtra étonnante, qui ne paraîtra plutôt étonnante qu'à ceux qui imaginent la Grèce sous des couleurs un petit peu rose bonbon. La notion d'étranger englobe tout aussi bien les étrangers de toutes les autres cités grecques et pas seulement les barbares. C'est-à-dire que l'appellation de barbare n'est qu'une onomatopée à l'époque pour désigner quelqu'un qui parle une langue que l'on ne comprend pas. Alors on préférera dire que les Grecs voyaient les étrangers comme les barbares comme des étrangers extrêmes, mais juridiquement, j'insiste sur ce point, il n'y avait pas de différence entre ces catégories d'étrangers. Donc l'étranger n'est pas seulement un non-citoyen, car les femmes ou les esclaves ressortissent aussi à cette définition. L'étranger est celui qui est extérieur à l'étroite société des citoyens et de leurs familles, au sens large du terme, que le grec connaît sous le terme de oikos. Et l'oikos englobe aussi les esclaves au service du maître. Le terme qui donc dénote cet étranger, c'est le xénos, celui dont on se défie partout en Grèce et à Athènes tout autant qu'ailleurs, et qu'il faut écarter à tout prix de la communauté. De quoi qu'il faut séparer de la communauté. Et je dirais plus cet étranger est proche, et plus l'on s'en défie. Les Athéniens détestaient les Thébains et les Mégariens, leurs plus proches voisins, et ils les moquaient à l'égard de Sceaux pour rester dans un vocabulaire correct. Ainsi, avant d'être l'un de leurs plus fidèles soutiens, Démosthène affirme que les Thébains sont insolents, lourds d'esprit, stupides, grossiers, les désignant comme des adversaires qui n'attendent que le moment où ils pourront se jeter sur l'Attique. Tout qualificatif, évidemment, qu'il faudra oublier lorsque sonnera en 339 l'heure de l'union contre les Macédoniens. Mais ajoutons
Ajoutons que les Mégariens sont pour Démosthène des gens maudits, les Byzantins possédés par la folie, excuse-moi Michel, les Thessaliens méprisables, traîtres par nature, les Eubéens détestables, les citoyens de Phasélis des hommes en qui on ne peut avoir nulle confiance, autant que les Massaliotes. Bon, ça fait quand même beaucoup. On n'en finirait d'ailleurs pas de souligner la richesse du vocabulaire grec, souvent venu d'Athènes, pour dénigrer l'étranger. Mais on se tromperait encore une fois à croire que seuls les barbares sont les plus visés. Il y a toute une série de verbes tout à fait intéressants que l'on voit dans la littérature. Par exemple, le verbe Aegyptenizein, vivre à l'égyptienne, signifie être un vaurien. Skititain posin veut dire boire comme un scythe, c'est-à-dire se saouler. Et un carikon ergon, un travail de carien, c'était un travail bâclé. Alors vous allez dire, on est là chez les barbares. Ben oui, mais plus intéressant maintenant. Krétizein, agir à la crétoise, ça veut dire mentir. Sybaritzein, qui a donné le mot français sybarite, qui est peu fréquent dans les conversations de salon et encore moins dans les cours de récréation, c'est se livrer à des plaisirs faciles. Corinthiazein, je monte en gamme, c'est faire métier de prostituée ou de souteneur. Lesbiazein, est-il nécessaire de souligner, qui signifie pratiquer la fellation ou le cunnilingus. Laconizein, que Thucydide ou Xénophon emploie aussi pour parler d'une politique favorable à Sparte, a été détourné au nom, paraît-il, de pratiques fréquentes à Sparte et signifie donc sodomiser ou se faire sodomiser. Et nous avons, je dirais, en acmé, en apogée, nous avons le verbe sifniazein, pratiquer les choses à la sifnienne, où nous atteignons quasiment le point Goldwyn de l'insulte. S'apparenterait à quelque chose, comment dire, malgré les étudiants, bon, peut-être qu'ils connaissent un petit peu, quelque chose qui ressemblerait au fist fucking. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la richesse du vocabulaire grec dès lors qu'il s'agit de parler de pratiques des autres. On voit un petit peu que pour les Athéniens, le vice, c'est les autres, au contraire d'eux, parce que le verbe atikidzein, vivre à l'attique, ça veut dire parler à la manière attique, mais vivre avec grâce et élégance. Vous voyez, je crois que d'une certaine manière, on pourrait presque s'arrêter là, on a tout dit. Alors on sait que les langues modernes, pas que les Grecs, n'ont pas renoncé à définir des pratiques condamnables par des allusions à de supposées mœurs étrangères. Chacun connaît la célèbre French Letter, auquel nous avons répondu par la capote anglaise. Et quelques heures d'apprentissage de l'espagnol vous fera comprendre que le mot français « hableur » n'est rien d'autre que la francisation du verbe espagnol « hablar », auquel nos camarades d'Outre-Pyrénées ont répondu par le mot « parlador », qui signifie exactement le hableur. On voit, pour en revenir donc à l'histoire grecque, on conviendra que ce type de vocabulaire visant à ridiculiser le voisin s'accommode mal avec la notion de panhellénisme, mot qui, je vous le rassure, n'existait pas non plus dans le monde classique. On aura donc une idée un petit peu de la manière dont devant l'Assemblée du peuple ou devant un tribunal, un orateur pouvait se faire bien voir en rabaissant les étrangers, un peu comme aujourd'hui, certains se font une facile popularité en moquant la prétendue fainéantise des Grecs contemporains, en dénonçant les supposées invasions barbares qui déferlent sur notre beau pays, ou en vilipendant la supposée véracité du hareng d'Outre-Rhin. Mais comme nous sommes dans la Grèce classique, dans un monde de représentation politique où les États sont d'une taille toujours modeste, il faut rappeler que la cité la plus grande en superficie de notre période, c'est Syracuse, 10 000 km², soit à peu près la superficie du département de la Gironde. Il faut toujours dire ça. Et si on pourrait descendre, l'Attique, c'est le quart du département de la Gironde, et Délos, la plus petite de toutes, Délos, l'île de Délos, c'est le campus de l'université, depuis Unitec jusqu'aux grilles de l'ancienne Bordeaux. Donc c'est vous dire un petit peu que les cités sont tellement petites qu'il y a évidemment beaucoup d'étrangers, puisque je dirais même tous, ou presque, sont étrangers. Et comme les Grecs, je vous l'ai dit au début, voyageaient avec aisance, il y avait beaucoup d'étrangers de passage dans la cité grecque. Il faut donc se résoudre à admettre qu'en Grèce ancienne, beaucoup de Grecs, étaient des étrangers, et que beaucoup des étrangers, surtout, étaient des Grecs. Alors bien entendu,
je dirais, de nombreux barbares venaient aussi en Grèce, notamment au IVe siècle. Beaucoup se sont installés à Athènes. Et on en profitera pour dire que la Grèce antique, comme on l'a souvent dit, n'est pas un pays, mais une entité culturelle. Seulement, la question se complique, parce que le terme de xénos, qui désigne l'étranger, désigne aussi l'hôte, c'est-à-dire presque son contraire. Le xénos désigne celui qui reçoit un étranger avec lequel sa famille a préalablement noué des liens d'hospitalité que l'on appelait les liens de xénia. Ainsi, lorsqu'à la recherche de son père Télémaque vient à Sparte, il est reçu avec tous les égards d'hospitalité par le roi Ménélas. En l'occurrence, le xénos, ce n'est pas Télémaque, c'est au contraire Ménélas. Alors vous voyez, et d'ailleurs qu'il le couvre de cadeaux. On devine donc aisément l'ambivalence du terme. Cela dit, ces relations de xénia, qui n'obligent à rien d'autre qu'à des réceptions et des cadeaux réciproques et ininterrompus, se déroulent dans le cadre d'une égalité de niveau, évidemment, de niveau aristocratique. Ce qui est patent dans l'épopée homérique, c'est poursuivi dans l'aristocratie grecque jusqu'à l'époque hellénistique. On voit ainsi que des liens personnels perdurent à l'époque classique entre aristocrates et même entre Grecs et barbares, ce qui dénote assez que ce que nous appellerions aujourd'hui des relations de classe transgressent avec facilité l'opposition à bien des égards factices entre Grecs et barbares. Un exemple, le fils du satrape Pharnabase, satrape perse, et le roi de Sparte Agésilas se firent-ils hôtes et échangèrent-ils des cadeaux en reconnaissance. Alors, bien entendu, dès la fin de l'archaïsme, et surtout à l'époque classique, lorsque le monde des cités grecques connaît un épanouissement remarquable, les choses changent. On constate en effet que les relations accrues entre cités, entre États étrangers, pourrions-nous dire, donc une mobilité grandissante des biens et des hommes, et il est tout à fait possible que les guerres médiques, en activant les ressorts d'un sentiment proprement hellénique, aient joué un rôle en ce sens, même si, encore une fois, le panhellénisme n'a jamais empêché la multiplication des particularismes et des guerres. Pour autant, le statut des étrangers était des plus précaires dans le monde grec. En effet, l'homme grec n'a, d'un strict point de vue juridique, aucun droit, aucune réalité, aucune existence, aucune protection dès lors qu'il sort des frontières de sa cité. Même à Athènes, cité qui passait pour être accueillante vis-à-vis des étrangers. Il ne bénéficie d'aucun des avantages ou protections liés à la condition de citoyen, ne peut ester en justice, ne peut non plus se défendre en justice, ni être propriétaire du moindre bien-fond. À la limite, compte tenu du système juridique grec qui affirme que seul un membre de la famille a le droit de se porter accusateur dans le cadre, par exemple d'un assassinat, eh bien le meurtre d'un étranger peut n'avoir aucune conséquence sur le plan pénal. De plus, il existait une règle qu'on appelait le droit de saisie, la scellé, qui permettait à quelques citoyens créanciers d'un étranger défaillant de saisir la marchandise d'un négociant issu de la même cité. On devine, dans ces conditions, on devine assez facilement que si l'on voulait éviter la multiplication des incidents toujours susceptibles de dégénérer en guerre, de ne pas bloquer les relations commerciales, il fallait trouver des moyens d'aplanir ce genre de difficultés. Le premier moyen qui nous intéressera peu ici concerne les marchandises. Le droit de saisie a été, je dirais toujours en vigueur, a été atténué par ce qu'on appelle des rapports, des contrats d'asilie. C'est-à-dire qu'on supprimait ce droit de saisie, mais c'était non pas quelque chose de général, mais quelque chose qui se faisait de manière purement bilatérale. Plus intéressant peut-être pour nous, et plus précocement d'ailleurs, les cités ont mis au point un système de proxénie. Vous voyez le terme de xénia, d'hospitalité, dont on voit évidemment qu'elle est comme un prolongement du système de l'hospitalité antique. On reprend cette tradition aristocratique, mais on l'étend maintenant à tous les membres de la communauté. C'est-à-dire que dans chaque cité,
un citoyen de préférence influent était désigné par une autre cité pour représenter les intérêts de celui-ci et accueillir, le cas échéant, des citoyens tenus de s'y rendre. Pour illustrer le propos, disons que le proxène des Thébains à Athènes était un Athénien qui se chargeait de faciliter l'accueil des Thébains en déplacement à Athènes, des ambassadeurs par exemple. La proxénie n'était pas seulement une institution honorifique, car le proxène avait des devoirs vis-à-vis des citoyens de la communauté qu'il représentait, qu'il devait par exemple représenter en justice. C'est précisément ce que fut Démosthène pour les Thébains, comme Simon, plus tard Alcibiade, furent les proxènes de Sparte. C'est un petit peu le principe des consuls actuels, avec cette différence fondamentale que les consuls d'aujourd'hui sont des nationaux expatriés. À la limite, on pourrait les imaginer comme des consuls honoraires, les consuls honoraires, qui sont des citoyens, par exemple le propriétaire d'une importante librairie bordelaise et consul honoraire du Mexique. Eh bien, c'est un Français qui est chargé de représenter de manière honorifique, sans salaire, les Mexicains, relativement peu nombreux, il faut le dire, qui viennent sur Bordeaux. Alors, à partir du milieu du IVe siècle, l'habitude a été prise de graver des listes de proxènes, et on remarque qu'il pouvait y avoir plusieurs proxènes d'une même cité. Le développement de la proxénie a atteint des proportions considérables, ce qui atteste d'ailleurs l'intensité des déplacements et donc la multiplication des étrangers en puissance. Ainsi, la petite cité de Cartaïa, l'une des 4 qui forment la petite île de Kéos, 120 km², ils n'ont pas trouvé les moyens de s'unir, il y a eu 4 cités. Bon, ouais, c'est vous dire un petit peu la mentalité grecque. Hein. Eh bien, cette cité a livré une inscription où l'on peut décompter plus de 100 proxènes issus de toute la Grèce. Cette inscription débute par une formule d'introduction que vous auriez pu lire, qui révèle l'importance, ça va venir, bon, pour une petite communauté, l'importance que revêtait le système des proxénies. Alors, on a, je dirais, des gens qui viennent des Cyclades, mais aussi du nord de la Grèce et d'Asie mineure. Certaines cités, d'ailleurs, sont allées un peu plus loin, en s'associant à l'intérieur d'une entité supranationale, qu'on appelait la Sympoliteia. Ça veut dire citoyenneté commune. 2, 3, 4 cités s'accordent pour, sans jamais faire disparaître la citoyenneté d'origine, reconnaître aux autres citoyens des communautés alliées les mêmes droits, faisant donc disparaître à l'intérieur de la cité la notion même d'étranger. Seulement, les Sympoliteia n'ont jamais dépassé des cadres géographiques assez restreints. On en connaît par exemple pendant quelques années dans l'île de Kéos dont je vous ai parlé au IVe siècle, mais elles n'ont pas survécu longtemps parce que les Athéniens, qui préféraient, comme tous les maîtres d'une hégémonie, diviser pour mieux régner, leur interdirent, vers 360, un tel regroupement. On peut aller plus loin encore, c'est rare mais on peut aller plus loin. Vous avez ce qu'on appelle le synoécisme. Alors là, ça veut dire fondation commune. Ce sont des cités qui fusionnent. Il n'y a plus qu'une seule cité. C'est le cas le plus connu à l'époque classique est celui de l'île de Rhodes, où des 3 cités existantes, il n'y en a plus qu'une. Mais vous le voyez bien, ces aspects-là, ces exemples que je vous donne, ne font que régler à l'extrême marge la question des étrangers. Car, et c'est ça qui gênait le plus les Grecs, il existe aussi des étrangers qui s'installent. Parce qu'il n'y avait pas, en effet, que des étrangers de passage. Dans ce cadre, et pour l'époque classique, et dans ce domaine comme dans bien d'autres, notre documentation, vous en doutez, est d'essence athénienne, sans que l'on puisse dire avec quelque certitude si elle représente une moyenne ou une exception. Essayons de voir, dans ces conditions, quelle pouvait être la vie d'un étranger désirant s'installer à Athènes. D'abord, durant un mois, l'étranger était considéré comme étant de passage, un petit peu comme dans certains pays où vous avez le droit de rentrer pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, sans visa. Et c'était le proxène qui était chargé de le défendre le cas échéant. Mais au bout d'un mois, il devait se faire inscrire comme étranger domicilié, en grec, métoikos. Littéralement, celui qui veille dans l'oikos, à côté de l'oikos, mais sans en faire partie donc.
terme dont dérive directement notre mot français « métèque ». Mais il faut dire, un petit peu comme dans le cas du barbare tout à l'heure, que ce terme en grec ancien ne possède en aucun cas cette valeur péjorative que les années 1930 lui ont donnée et que Georges Moustaki, juif et grec d'Alexandrie, a si bien décrite à la fin des années 60. Le métèque, donc, doit se faire inscrire sur une liste spécifique. Je suis en train de perdre ma voix, je suis absolument désolé. J'ai été en meilleure forme dans le passé. Une seconde. Bien, le métèque doit se faire, ça va mieux, doit se faire inscrire sur une liste spécifique et trouver ce que l'on appelle un protecteur, en grec prostates. Le mot de proxénétès, celui qui favorise le xénos, que l'on pourrait attendre avec un brin d'ironie, n'existe pas en grec classique. Décidément, pas beaucoup de mots que nous utilisons qui existent en grec classique. On ne le trouve que dans des inscriptions d'époque hellénistico-romaine pour désigner un vendeur, notamment un vendeur d'esclaves. Donc ce prostates doit accompagner le métèque dans tous les actes publics de sa vie, puisqu'en tant qu'étranger, il ne peut évidemment pas participer à la vie politique, ni de son propre chef porter une action en justice. Le métèque doit en plus verser une taxe, qu'on appelle le métoikion, qui est peu élevée, mais qui est en quelque sorte recognitive de son statut d'inférieur, qui lui interdit par exemple de devenir propriétaire d'un domaine ou d'une maison. Et gare à celui qui voudrait se faire passer pour ce qu'il n'est pas et usurper la citoyenneté. Dénoncé, condamné, il risque ni plus ni moins l'asservissement. Cette peine sévère souligne en creux l'aisance relative avec laquelle on pouvait, au bout de plusieurs années, se faire passer pour un Athénien. Et c'est la raison pour laquelle la cité organisait de temps à autre des révisions de listes de citoyens. Merci Agnès. Des révisions de listes de citoyens qui n'ont rien à voir avec nos recensements. Des listes de citoyens qui étaient tenues dans l'Édème, c'est-à-dire dans les villages de l'Attique. Nous en connaissons bien une, en 346-345, qui donna lieu à des poursuites et à un discours démosthénien, le contre Euboulides, qui a été prononcé à cette occasion. On ne le dira jamais assez, être citoyen en Grèce, et donc à Athènes, c'est bénéficier d'avantages non négligeables, tels que le droit de propriété et les distributions de blé ou d'argent. C'est la raison pour laquelle on essayait d'écarter tous les usurpateurs en puissance. Alors pour ne bénéficier de rien de tout cela, le métèque n'est pas exempté de charges qui pèsent sur les citoyens. Il doit le service militaire, il existait des corps spécifiques dans l'armée, et il doit aussi payer un impôt exceptionnel en temps de guerre que l'on appelle l'eisphora. Peu d'avantages, beaucoup d'inconvénients. Qu'est-ce qui a pu, dans ces conditions, pousser un étranger à s'installer à Athènes? Eh bien, plusieurs éléments ont joué en ce sens. Que les Grecs auraient rassemblé sous l'adjectif politikos, politique, c'est-à-dire qui concerne la cité. Que notre esprit moderne préfère scinder d'ailleurs politikos en plusieurs domaines. Le premier est dans le domaine économique. À Athènes, et à partir de la Ligue de Délos, qui est devenue un petit peu le centre économique de la mer Égée, et bientôt de la Méditerranée orientale, son port, le Pirée, devient l'emporion, le centre de négoce de tout cet espace. Armateurs, négociants venus d'un peu partout sont installés à Athènes. Les discours démosthéniens ont laissé trace de négociants de Marseille et des inscriptions apportent le témoignage de l'installation de négociants venus de Sidon, sur la côte phénicienne, de Chypre, ou voire même de marchands égyptiens, bien avant la conquête d'Alexandre, et donc la création d'Alexandrie. Mais la démocratie athénienne accueillait aussi des étrangers chassés de leur patrie natale par des guerres, des tyrannies ou des oligarchies, et l'on comprendra aisément dans ces conditions pourquoi, lors de la guerre civile de 403 à Athènes, la plupart des étrangers ont choisi le camp de la démocratie et pourquoi les oligarques ont tenté de les éliminer.
Il est certain aussi qu'Athènes, comme pôle culturel, attira nombre de ceux que nous appellerions aujourd'hui des intellectuels. Les sources littéraires nous font connaître des métèques prestigieux, tels Hérodote d'Halicarnasse, Anaxagore de Clazomène, tous deux membres de l'entourage de Périclès, ou encore Lysias, le premier des logographes classiques, fils d'un riche artisan natif de Syracuse. Bien sûr, Aristote, originaire de Stagira en Grèce du Nord, Scopas de Paros pour la sculpture, Apelle de Tassos pour la peinture, Diogène de Sinope, Théophraste d'Érésos, Zénon d'Élée. Je vais arrêter là, mais j'en ai une liste, je dirais du triple à vous donner de mémoire. On a là un tableau très incomplet, mais quand même des plus prestigieux. Pour autant, ces quelques noms ne doivent pas cacher une réalité plus prosaïque. Lysias était certainement l'un des hommes les plus riches de son temps, comme l'indique, vous l'avez peut-être, les textes sont arrivés. Voilà, le texte. Alors, le texte numéro 5. D'accord. Le texte numéro 5 indique la fortune du métèque Lysias. Je n'insiste pas dessus. Vous pourrez le voir, c'est le texte 5. Mais tous n'étaient pas des Lysias. Nous avons une inscription qui est tout à fait intéressante. C'est le texte numéro 6, où on voit les métèques qui se sont battus pour la démocratie et qui sont devenus citoyens athéniens. Eh bien, quand on voit des commerçants, des vendeurs de noix, des cultivateurs, des vendeurs d'orge, des bronziers, des fabricants de voiles, pêcheurs, cordonniers, marchands de laine, fabricants de sacs. Alors, on a un orfèvre et un banquier, mais un vendeur de grains, un fabricant de chaussures, un foulon, un maraîcher, un fabricant de lances, un banquier encore, un cultivateur, un vendeur d'oignons, un charron, un cultivateur, un boucher, un charpentier, un muletier, un maçon, un jardinier, un muletier, un vendeur d'olives, un agriculteur, un vendeur de noix, un porteur, un boulanger, un vendeur de figues, etc., etc. Vous voyez que la plupart des métèques occupaient des emplois qui étaient des emplois, alors on ne dirait pas que ne voulaient pas faire les Athéniens. On a un côté un petit peu, là, un petit peu trop moderne dans l'affaire, mais vous voyez que les métèques n'étaient pas tous très riches et n'étaient pas non plus tous très pauvres. La plupart avaient un métier. Alors, l'exemple que je vous donne, c'est le moment où ces métèques sont devenus citoyens athéniens. Donc on dit, tiens, il y a la possibilité pour des étrangers de devenir citoyens. C'est vrai, mais le cas est exceptionnel, à la fois par le nombre, on en a plusieurs dizaines, et puis aussi par l'époque. On est juste après la guerre civile de 404-403. En fait, il faut bien dire que l'octroi de la citoyenneté était chose rarissime et seuls des services vraiment exceptionnels rendus à la communauté pouvaient justifier cette naturalisation. À l'exception de l'Occident, l'Italie du Sud et la Sicile, où les pratiques de déplacement de la population s'accompagnaient en général de naturalisation en masse, nous ne comptons guère que quelques dizaines d'exemples, ce qui ne signifie évidemment pas qu'il n'y en ait pas d'autres, ignorés de notre documentation, pour les cités de Grèce propre à l'époque considérée. Un partisan des démocrates comme Lysias, qui avait beaucoup œuvré pour le retour de la démocratie et dont le frère avait été assassiné sur l'ordre des 30, qu'on appelle les 30 tyrans, eh bien, n'a pu obtenir cette faveur. En tout état de cause, il fallait une décision explicite et nominative du peuple, suivie souvent dans l'intérêt de l'impétrant de l'érection d'une stèle qui la rendait publique et par là incontestable. Alors, les étrangers domiciliés pouvaient néanmoins espérer quelques avantages qui faisaient d'eux des étrangers dont les mérites étaient reconnus par la cité. C'est même d'ailleurs ce qu'en règle générale, le métèque avait la possibilité d'attendre. Le même exemple de 403 donne la citoyenneté à des étrangers qui ont pris dès le début le parti des démocrates, mais elle accorde des avantages à ceux qui sont engagés un peu plus tard. Moindres mais non décoratifs. L'isotélie, le fait de ne plus payer les impôts spécifiques des métèques. L'enctésis, le droit de devenir propriétaire. Ou l'épigamie, le droit de se marier légitimement. Ça veut dire que les enfants issus de ce mariage deviendront des citoyens athéniens. Donc c'est une naturalisation à la génération suivante. Parfois, d'ailleurs, était joint aussi l'honneur de faire campagne avec les troupes étrangères. Alors, en tout état de cause, que les honneurs votés fussent viagers ou héréditaires, il n'était guère raisonnable pour leurs récipiendaires de faire de ces avantages une étape vers la naturalisation. On a un exemple avec une famille
originaire de Sifnos, une île des Cyclades, dans un décret récemment publié, qui a montré que l'un de ses membres avait été honoré de l'isothélie en 422. Or, par le jeu des noms, on s'aperçoit que c'est déjà la 3e génération de Siphniens installés à Athènes. Et on sait par d'autres inscriptions que vers 330, on retrouve les mêmes noms de gens qui sont toujours qualifiés de Siphniens isotèles. C'est-à-dire que pendant un siècle et demi, cette famille de Siphniens est restée isotèle et n'est jamais devenue athénienne. Donc je crois que cet exemple vous montre à quel point la naturalisation est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Si on prend l'exemple du platéen Eudémos, c'est le texte numéro 7, le texte qui est traduit, le texte numéro 7. Eh bien, on s'aperçoit que ce platéen, qui a donné son argent pour la cité athénienne au moment de la guerre contre Philippe de Macédoine, a participé financièrement à la construction du stade panathénaïque. Eh bien, ses honneurs se limitent à l'éloge public, à une couronne d'olivier, au titre de bienfaiteur, et à l'inctésis, et au droit de faire campagne avec les Athéniens. Il n'est pas question ici de naturalisation ni de droit de cité, bien que les Platéens aient joui à Athènes et depuis longtemps d'avantages particuliers. Donc on le voit au travers d'Athènes, les cités grecques ont toujours été avares de leur titre de citoyen parce que, je vous l'ai dit, ce titre coïncidait avec de véritables avantages. Mais aussi et surtout, et c'est là où on arrive au cœur du problème, parce qu'une certaine idée de la cité était en permanence entretenue par les traditions et les mythes locaux. À Sparte, outre l'origine du sang, il fallait, pour être citoyen, avoir subi la célèbre et peu agréable éducation dite spartiate, qu'on appelait l'agogée, sans laquelle, même de père et de mère spartiate, un jeune garçon ne pouvait atteindre cette dignité. À Athènes, c'est autre chose. C'est un mythe qu'on appelle l'autochtonie. L'autochtonie voulait que, selon l'étymologie même du terme, les Athéniens fussent nés de la terre elle-même. Et nous avons des vases tout à fait intéressants qui montrent le premier Athénien sortir de la terre. Ça vous donne une idée. Je dirais le premier roi d'Athènes, il s'appelle Érictonios, a une tête tout à fait normale. Hein. Enfin, jusqu'à la taille, ça va à peu près. Et ça se dégrade vraiment à partir de la taille, puisqu'il finit en serpent. Et ce mythe, on voit bien que de la terre, le serpent, il est devenu homme. Donc l'Athénien sort de la terre. Vous comprenez bien que ce n'est pas avec de telles croyances que peut se développer une pratique extensive de l'octroi de la citoyenneté à des gens extérieurs à la communauté, même s'ils étaient installés depuis plusieurs générations sur le territoire. On devine par conséquent aisément les contradictions devant les Grecs sont mis. Refus d'une naturalisation généralisée au nom d'un sentiment qui peut nous paraître aujourd'hui très étroit de communauté des origines, illustré par l'autochtonie, méfiance initiale envers tout étranger, mais aussi besoin reconnu et admis de compétences dans divers domaines. Alors on voit évidemment, pas besoin de voir que je dirais les parallèles qu'on peut faire avec un monde un peu plus contemporain. Périclès a fait venir la famille de Lysias depuis Syracuse, et les dialogues de Platon fourmillent d'étrangers de passage ou installés. Xénophon, peu avant 355, c'est le texte numéro 9, propose même un plan pour attirer les métèques dans la cité et favoriser ainsi la place d'Emporion du Pirée et la prospérité qui va avec. Mais pas davantage qu'un philosophe contemporain, pas besoin de citer de nom, chacun mettra un à sa convenance, donc pas davantage qu'un philosophe ne représente dans les idées qu'il défend la majorité de ses concitoyens, Xénophon nous fournit un état d'esprit athénien en ce milieu du IVe siècle. Pour utiliser une métaphore évangélique, j'aurais tout au contraire tendance à penser qu'il prêche dans le désert quand on voit que ces idées n'ont jamais été mises en pratique. De fait, on peut dire aussi, et contrairement à ce qu'on peut croire, que les contradictions sont inhérentes au système démocratique. Si l'on examine tout à rebours la situation extrême de Sparte, on voit que l'attitude envers les étrangers était tout autre. Sparte, enfermée dans un corset d'austérité, se faisait un devoir de signifier son refus de les accepter sur son sol. C'est la xénalasie
xénélasie spartiate, qui est définie et même idéalisée par Plutarque. C'est le texte numéro 3, mais que l'on voit attesté sous une forme plus historique et moins rigoureuse par Platon au IVe siècle. Nous sommes ici dans le droit fil d'une cité refermée sur elle-même. Mais il est certain que la cité de Sparte, fermée au commerce et enfermée dans une économie de subsistance, n'a jamais accueilli de bon gré un étranger. Mais on peut se poser la question aussi, qu'est-ce qu'il serait venu faire à Sparte, cet étranger? On peut se poser les questions pour lesquelles, je dirais, les étrangers, la Slovaquie ne veut pas des étrangers. Mais est-ce que les étrangers veulent de la Slovaquie? On peut se poser la question aussi. Alors, on peut se demander d'ailleurs si cette xénélasie n'a pas été tout autant que le produit d'une idéologie d'enfermement, celui d'une réalité, la faiblesse de l'attraction d'une cité sur un système socio-économique très fermé. Alors bien sûr, s'il y a des différences entre ces deux extrêmes que représentent les cités de Sparte et d'Athènes, au-delà de ces divergences, qui ne sont jamais que le produit de deux systèmes politiques et sociaux différents, on devine une méfiance commune vis-à-vis de l'étranger, toujours susceptible de remettre en cause la relation entre les hommes et les dieux et les divinités polyades. En cela, s'il existe des explications pratiques différentes dans l'accueil réservé aux étrangers, on peut parler d'une vision grecque de l'étranger modelée par la prégnance du système de la cité, qui de manière presque génétique exclut l'autre. 2 millénaires avant Jean-Paul Sartre et Huis clos, on peut dire que les Grecs considéraient que l'enfer, c'est les autres, entendus ici comme étrangers à la communauté. Au terme de cette rapide analyse, je vais être dans les temps, on doit se poser une question. Le refus d'octroyer davantage la citoyenneté, le repli sur des valeurs citoyennes très étroites, sont-elles parmi les raisons de la défaite de la cité classique devant les phalanges macédoniennes? Cette question a souvent été posée. Et en regard, on a mis l'attitude romaine qui visait au contraire à décerner la citoyenneté progressivement aux élites locales soumises, puis peu à peu à l'étendre à tous les hommes libres. C'est la constitution antonine, ou l'édit de Caracalla de 212 après Jésus-Christ, qui faisait disparaître la notion même d'étranger. Il ne faudrait pas aller trop loin dans cette opposition. D'abord parce que lorsqu'un notable d'Éphèse, par exemple, devenait citoyen romain, il n'abandonnait pas sa citoyenneté d'origine, dont il était toujours très fier. Ensuite, parce que pour définir ce qu'est l'étranger en Grèce à l'époque classique, il faut avant tout comprendre les particularismes locaux dans tous les domaines de la vie, qu'ils soient d'ordre économique ou religieux. Que ces particularismes aient fait naître un sentiment de rejet de celles et ceux qui n'appartenaient pas à la communauté d'origine devient alors une conséquence presque logique. Que ces particularismes étaient d'autant plus vivaces à Athènes et à Sparte singulièrement, parce qu'ils s'appuyaient sur une puissance militaire, économique et culturelle, on le saisira aisément également. Et il est commode de trouver des analogies avec notre modèle contemporain. Qu'ils aient enfin abouti à des guerres plus ou moins permanentes, on l'acceptera, et par conséquent, on ne doit pas exclure le fait que cette avarice du droit de cité, cette incapacité à comprendre l'union des cités sans la domination de l'une sur l'autre, et en tout cas de l'une d'entre elles, dans le droit fil de la manière dont l'étranger est perçu, est bien pour quelque chose dans la défaite militaire des cités grecques face à des forces unifiées et plus puissantes. Au total, je voudrais qu'on soit bien conscient que la vision grecque de l'étranger à l'époque classique est consubstantielle à la cité elle-même. C'est une communauté étroite qui a une conception étroite d'elle-même et rejette dans une sorte d'hadès mentale tout ce qui n'est pas né de sa terre. Alors il ne sert à rien d'affirmer avec les valeurs que nous défendons ou prétendons défendre aujourd'hui que les Grecs avaient pris un mauvais chemin, sauf à penser que les Grecs ont eu le tort d'être des Grecs et que la Grèce elle-même est une erreur de l'histoire. Mais dans 1 ou 2 millénaires, je m'arrêterai sur cette question, lorsque des historiens traiteront de notre temps, que diront-ils de nous et de notre civilisation occidentale et singulièrement de la pensée française d'aujourd'hui? Je vous remercie. Merci, monsieur. Je voudrais savoir quel est le rôle des jeux que j'ose plus appeler panhelléniques, puisque le terme n'existait pas, dans cette perception de l'étranger. Est-ce que c'est quelque chose qui a permis d'éroder un peu la différence entre cités, ou au contraire, c'était avec la volonté d'être toujours le plus fort et de gagner, quelque chose qui a accru la division et la perception de l'autre comme étant étranger?
C'est un petit peu les deux. C'est ça qui est intéressant, parce qu'effectivement, en principe, seuls les Grecs peuvent participer au jeu. Hein. Mais si on regarde, on fait un peu une étude de vocabulaire, on s'aperçoit que le terme de ce que nous appelons Jeux olympiques est une très mauvaise traduction, puisque le terme c'est agone, c'est-à-dire concours. C'est-à-dire que dans ces olympiques, agones par exemple, les concours olympiques, eh bien, on se reconnaissait tous comme Grecs, mais par contre, celui qui gagnait en tirait une gloire absolument extraordinaire pour lui et pour sa cité. C'est-à-dire que les Grecs sont en permanence en concours les uns contre les autres à l'intérieur de leur cité et de cité à cité. Donc c'est effectivement un moment, je dirais, privilégié pour, par exemple, les grands concours, les 4 grands concours. Il y avait non pas, comme on dit de manière stupide parfois, un arrêt des guerres. C'est Patrick Montel qui dit ça tous les 4 ans au moment des Jeux Olympiques. Bon, c'est comme le guerrier de marathon. Tout ça, c'est des histoires qu'on se transmet au coin de la cheminée, mais vraiment, ça n'a pas de sens. Mais par contre, ceux qui allaient au concours n'avaient pas le droit, par contre, d'être attaqués. Mais il n'y avait pas de trêve. La trêve olympique, comme on le dit, jouait ça. Donc, jouer ce rôle. Donc vous voyez, finalement, c'est un petit peu les deux. C'est un moyen de se reconnaître comme grec et un moyen aussi de se différencier. Oui, bonjour Patrice. Je suis là. Voilà, donc la question qui pourrait être utile, d'ailleurs comparaison n'est pas raison, mais en EMC notamment, il me semble me souvenir de cours que j'ai suivis d'un certain Patrice Brun il y a 30 ans d'ailleurs. Déjà à l'université en 85. En 85, tu étais déjà à l'université. Hein. Oui, non, j'étais chargé de cours. Voilà, oui, je m'en doute. On est polyvalent. On est tous polyvalents. On fait même de l'EMC aujourd'hui. Donc, à la place de l'ECJS. Et donc, la question très simple, c'est, il me semble souvenir quand même qu'Athènes, il y a eu un durcissement qu'on pourrait comparer aujourd'hui. Et que c'est sous Périclès, les 2 parents citoyens, et Périclès, comme tous les chefs politiques, a été le premier à transgresser, enfin, essayer de faire reconnaître son bâtard, il me semble me souvenir. A eu des problèmes avec sa maîtresse qui était aussi étrangère, failli subir un ostracisme. Donc cette question à l'époque, donc face à la peur de l'invasion finalement, si je me souviens bien, pourquoi à l'époque, tout d'un coup, il a fallu 2 parents. Et voilà, c'était la question, parce que nos lois aussi évoluent en permanence sur la notion de citoyenneté aujourd'hui. Il me semble que c'est intéressant de partir de cet exemple-là pour parler de la citoyenneté aujourd'hui. Voilà, alors ce durcissement date de l'année 450 et c'est une loi qui passe pour avoir été proposée par Périclès. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les Athéniens avaient l'impression qu'ils devenaient trop nombreux. En tant que citoyens. Il y a, au moment vers 450, il y a à peu près quelque chose comme peut-être 40 000 citoyens. Et ils se disent, oulala, 40 000, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et donc, comme encore une fois, il y a des avantages à être citoyen, distribution de blé, distribution d'argent, et plus il y aura de citoyens, et finalement, la part du gâteau sera de plus en plus petite. Donc, on va resserrer. On resserre, et il faudra maintenant, qu'à partir de 450, que les 2 parents soient citoyens. Alors, effectivement, c'est un resserrement qui indique, alors, non pas la crainte d'une invasion, je dirais géographique, physique, mais l'intégration trop rapide, finalement d'Athéniens, de citoyens athéniens, de mâles, qui reviennent à Athènes avec quelqu'un venu d'une autre terre de l'Empire, et dont l'enfant est citoyen. On se dit, mais à un moment, ils se sont certainement dit, il va y en avoir trop, donc il faut arrêter. Mais vous voyez, ce n'est pas la crainte d'un envahissement géographique, c'est plutôt la crainte d'un trop grand nombre de citoyens. Mais cela dit, ça revient un petit peu au même. Il y a une notion de fermeture qui se fait. Mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, et je ne vous remercie pas, je te remercie pas de rappeler que c'était il y a 30 ans déjà qu'on s'est vu, donc ce qui me rajeunit évidemment encore un peu plus. Oh là là là. Je ne dis pas que c'est le drame, non, au contraire, parce que je suis content de voir des anciens étudiants qui me reconnaissent. Donc le fait qu'on me reconnaisse, ça prouve que j'ai pas trop vie. Et donc en fait, je n'ai jamais dit que Athènes était le modèle, si vous voulez, de la démocratie. C'est un modèle de la démocratie antique, mais effectivement avec tout ce que la notion de démocratie suppose, comme l'impérialisme, comme je dirais le développement de l'esclavage. Parce que plus une cité aussi est démocratique, est-ce un paradoxe, et plus elle est esclavagiste. Donc il ne faut pas s'étonner dans ces cas-là
que ce soit aussi les cités démocratiques qui se ferment le plus. Attendez, il n'y a pas de micro. On va laisser la parole à tout le monde aussi. Je te coupe juste la parole. Vous avez évoqué la question donc de la limitation du nombre. Et à un moment dans votre exposé, vous avez dit qu'il s'agit d'écarter aussi les étrangers des livraisons de nourriture. Est-ce que cette question-là, de la subsistance, entre dans la réflexion autour de l'étranger? Nous avons peu, donc c'est pour nous. Alors, en partie, je dis bien en partie, parce qu'on est plutôt dans les distributions gratuites que l'État faisait, la cité faisait de temps à autre. Mais les cités grecques, comme toutes les cités et les civilisations antiques, ont toujours été, je dirais, aux limites, à la fois de leur production, et Athènes, par exemple, doit importer à peu près les 2/3 du blé qu'elle consomme. Donc, il est évident qu'on a besoin aussi des étrangers, parce que ce sont les étrangers qui l'apportent, ou en tout cas, ça vient des terres étrangères. Et donc, vous voyez, il y a toujours cette ambiguïté entre la nécessité de les faire venir, et puis l'idée aussi qu'il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux lorsqu'il y a des distributions. Et là, on est dans des contradictions, mais je dirais, une société démocratique se reconnaît d'abord à ses propres contradictions. Et de ce fait, c'est vrai que la société athénienne était, selon les canons de l'époque, démocratique. J'ai une question bassement intéressée compte tenu de mon programme de concours. Est-ce qu'il y a une évolution à l'époque hellénistique? Est-ce qu'on voit... Voilà. Oui, il y a une évolution tout à fait sensible à l'époque hellénistique, oui. Je sens que je crois que c'est à l'ENS, ça naît la civilisation hellénistique. Oui, il y a une évolution assez sensible. D'abord par le fait qu'avec la conquête d'Alexandre et la création de nouveaux royaumes, il y a une explosion absolue, hein, je dirais, de la géographie de la Grèce, et puis aussi la création de nouvelles cités, beaucoup de nouvelles cités. Or, vous comprenez bien, tous ceux qui habitent, par exemple, Antioche, toutes les cités, je dirais même jusqu'à cette cité perdue d'Aï-Khanoum au fin fond de l'Afghanistan, tous ces citoyens grecs d'Aï-Khanoum savent très bien que leurs ancêtres ne sont pas de là. Et donc, je dirais, il y a une évolution. L'autochtonie athénienne, elle ne peut pas marcher dans le monde hellénistique. Et donc, si vous voulez, il y a obligatoirement une compréhension différente de l'étranger, parce que, en plus, à l'époque hellénistique, ça circule beaucoup, et plus encore à l'époque hellénistique que ça ne circulait dans le monde classique. Et c'est la raison pour laquelle on voit très bien que dans le monde hellénistique, je dirais l'octroi de la citoyenneté est quelque chose de beaucoup plus facile. On appelle ça même des politographies, c'est-à-dire qu'on inscrit au rang des citoyens, mais par exemple, on a des listes, des centaines et des centaines de noms d'inscriptions différentes qu'on appelle des politographies, parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux citoyens. Donc il y a effectivement, je dirais, un rapport quand même entre l'époque, enfin une différence entre l'époque classique et l'époque hellénistique, ce qui n'a pas empêché les guerres, hein, je vous rassure, hein, quand même, hein, ça n'a pas empêché les guerres, mais c'était des guerres qui étaient le plus souvent entre souverains et non pas entre cités. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? De toute façon, ça sera une seule, hein, parce qu'on est presque... Non? Oui, moi? Oui, avec toi. Bon, alors, la dernière. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire du rapport entre étrangers et ennemis politiques? Il n'y en a pas. L'ennemi politique, c'est forcément le citoyen. C'est à l'intérieur de la communauté politique, de la communauté des citoyens, qu'on va trouver l'ennemi politique. L'étranger, c'est quelqu'un dont on se défie, mais ça ne peut pas être un ennemi politique. Ça ne peut pas. Parce que tout simplement, politikos, c'est ce qui concerne la cité, et l'étranger n'est pas concerné par la cité. Même s'il vient d'une cité qui est ennemie d'Athènes? Alors, s'il vient d'une cité qui est ennemie d'Athènes, alors là, je dirais quand même, il est gonflé, hein, si vous me passez cette expression. Parce qu'une cité, un Spartiate qui viendrait faire du tourisme à Athènes pendant la guerre du Péloponnèse, je veux dire, je lui donne quand même assez peu de chances de rester très très longtemps en vie.